De New York à Tokyo, tout est partout pareil. On prend le même métro vers les mêmes banlieues. Tout le monde a la queue leu. Monopolis, depuis la deuxième mise en scène, c'est la chanson qui fait l'ouverture de Starmania. C'est la chanson par laquelle on plante le décor, on installe l'action dans son lieu, le lieu qui est cette ville futuriste. Et en cela, elle va remplir le rôle d'une scène d'exposition, un rôle classique de la première scène au théâtre. La vie sera bien plus facile. On aura tous un numéro dans le dos et une étoile sur la peau. On suivra gaiement le troupeau dans les villes de l'an 2000. Je propose dans un premier temps à ce que l'on observe, que l'on décrive les strophes et les rimes dans cette chanson. Donc ce point de départ est construit comme une chanson assez classique. On a 2 couplets de 2 strophes chacun avec un refrain qui revient. On est sur des alexandrins et des octosyllabes, et on est sur des rimes qui sont tantôt des rimes embrassées, tantôt des rimes suivies. Bref, il n'y a pas réellement de règles, le système de rimes est assez libre. On n'est pas du tout dans la rigueur de la poésie classique du XVIIe ou du XVIIIe siècle, par exemple. Et il y a un deuxième mouvement dans cette chanson, qui est plus étonnant, un deuxième mouvement de 4 strophes, qui est structuré autour de l'anaphore, c'est-à-dire de la répétition d'un mot, qui est monopolis. Alors, cette anaphore, elle est encore plus perceptible quand on ajoute la mélodie, quand on entend la version chantée, puisque le mot monopolis va à la fois commencer chaque strophe et la terminer. Qu'est-ce qu'on peut dire finalement de ces rimes ? C'est surtout que certains mots vont être mis en évidence plus que d'autres. Les mots qui vont être mis en évidence, ça va être les mots bleu et que le, les mots soleil et pareil. Alors pourquoi est-ce que c'est ces mots-là qui vont être importants ? Eh bien parce que derrière l'idée du pareil et de la que le, il y a l'idée que tous les hommes font la même chose, toutes les villes sont organisées de la même manière. Il y a une idée, disons, d'uniformité. De New York à Tokyo, tout est partout pareil. Derrière les mots de soleil et de bleu, il y a l'idée, vous allez voir, que la nature est déréglée. Pourquoi ? Prenons d'abord le jour est gris, la nuit est bleue. En soi, ce vers est étonnant, puisqu'on attendrait plutôt le jour est bleu par le ciel, la nuit est grise, parce qu'il fait nuit, tout simplement. Elle est sombre, on est dans le noir. Alors là, il y a une inversion des 2 adjectifs. C'est une figure de style qu'on appelle l'hypallage, dans laquelle les 2 adjectifs qu'on devrait attendre sont inversés. Et donc, c'est surtout que le jour n'est pas comme on l'attend, la nuit n'est pas comme on l'attend. Les néons de la nuit remplacent le soleil. Et régulièrement, on nous dit quand on ne saura plus où trouver le soleil. Bon, ça indique que le soleil a disparu ou qu'il ne remplit pas son rôle ou qu'on ne le voit plus. Donc ça indique bien que la nature est déréglée dans cette ville. Et donc ça, c'est inquiétant. Dans un second temps, il sera intéressant d'observer les pronoms dans ce texte et surtout de se demander en fait quel est le pronom qui domine. Our future. It's all we need, it's all we know. Le pronom qui domine, c'est assez largement le pronom on. Il est répété 9 fois. Il est parfois associé à tous. Ça n'est pas un pronom facile dans un texte, il faut toujours essayer d'identifier de qui on parle quand on parle de on.
Dans ce texte-là, il est utilisé dans sa version impersonnelle, c'est-à-dire qu'il ne désigne personne en particulier et tout le monde en général. D'ailleurs, pour ça qu'il est associé à tous. On aura tous un numéro dans le dos. Du coup, c'est un groupe qui est impossible à identifier. Et pourquoi ? Parce que tout simplement, les habitants de la ville n'ont pas d'identité. Ils n'ont pas d'individualité. Ça n'est qu'un groupe général d'êtres humains. Alors, les pronoms, c'est une chose. Il est intéressant également de se poser la question des temps qui dominent dans ce texte. Quels sont les temps ? Et en fait, il y a 2 temps verbaux qui sont principalement présents dans le texte. À vous de les trouver. Nous on sera de notre temps, le temps d'avant mon harmonie. Les 2 temps qui se répondent, qui s'entrechoquent, qui s'entremêlent dans ce texte, c'est d'abord le présent de l'indicatif, puis le futur de l'indicatif. Alors on va commencer par le présent de l'indicatif. Ce présent revient 8 fois, surtout dans les couplets. 3 des 4 couplets sont écrits au présent de l'indicatif. Donc tout est partout pareil, on prend le même métro, les néons de la nuit remplacent le soleil, on danse le même disco, le jour est gris, la nuit est bleue. On se rend bien compte que le présent ici sert surtout à décrire le lieu. Donc c'est un présent qui sert à la description et qui a une valeur un peu générale, un peu universelle. C'est ce qu'on va appeler un présent d'habitude. C'est le présent de ce qui se passe un peu tous les jours, normalement, dans l'habitude. Ça n'est pas un présent de narration, c'est pas le présent qui raconte une histoire, et ça n'est pas non plus le présent d'énonciation qui est le présent qu'on utilise tout simplement quand on parle. C'est un présent d'habitude. Ça décrit le monde tel qu'il est aujourd'hui, le monde tel qu'on le connaît. À ce présent d'habitude s'oppose le futur de l'indicatif. Le futur de l'indicatif est beaucoup plus présent, il revient au moins 13 fois. Il est présent dans le refrain et il est présent surtout dans le deuxième mouvement. Ce futur annonce ce que va devenir la ville, ce que vont devenir généralement les villes de l'an 2000. Dans les villes de l'an 2000, la vie sera bien plus facile, on aura un numéro, on suivra gaiement le troupeau, ainsi de suite. Donc ce futur annonce ce qui va avoir lieu dans l'avenir d'une manière certaine, c'est pour ça qu'on utilise l'indicatif. Et ça va répondre aux prophéties. C'est exactement le temps qu'on utilise dans une prophétie. Donc c'est un futur qui va avoir une valeur prophétique, une valeur d'annonciation de ce qui va avoir lieu. Ce futur semble donc absolument inévitable. Et il fait écho au présent. C'est parce qu'on a décrit le présent de telle manière que le futur va se mettre en place de telle autre manière. Alors ça, par exemple, on va le voir dans le parallélisme entre de New York à Tokyo, qu'on a au début. On parle de 2 villes situées un peu à des extrêmes au niveau de la Terre. New York serait plutôt à l'extrême occident, Tokyo serait plutôt à l'extrême orient. À ces 2 villes vont répondre plus tard 2 planètes. On partira pour Mars ou Jupiter. Donc on voit bien qu'on part du présent pour annoncer ensuite le futur. Ce futur est une source d'inquiétude, notamment dans les questionnements qui vont arriver dans le second mouvement. Le questionnement principal étant, est-ce qu'il y aura encore de l'amour ? Est-ce qu'on se tiendra encore la main ? Marcherons-nous main dans la main ? Parlerons-nous d'amour demain ? Et le dernier présent qu'on trouve, on va le trouver dans la dernière strophe. C'est un présent, cette fois, qui renvoie au personnage qui est en train de parler. Je me vois ou je nous vois assis sur un banc. C'est le personnage qui parle, ça. Et qui essaye de se projeter lui-même et qui dit ce qu'il pense à ce moment-là. C'est donc un présent d'énonciation. Le personnage s'engage et surtout, il s'ancre dans le moment où il parle. Son présent à lui, c'est le futur des spectateurs. C'est notre futur à nous. Ça veut dire que le personnage qui parle, le temps de l'énonciation, c'est déjà le temps des villes de l'an 2000. Pour faire plus simple, les spectateurs représentent le présent. Ce qui se passe sur scène représente le futur. La ville de Monopoly, c'est une ville futuriste, et ce que Starmania nous propose de mettre en scène, c'est notre propre futur, à partir de notre présent. Les personnages qui sont sur scène ont déjà basculé, il y a une sorte d'avant et d'après Monopolis. Les personnages sur scène sont déjà dans l'après.
ça va demander au public de se placer dans une posture réflexive. Le public est donc amené à réfléchir sur son propre monde. Ce qu'on est en train de lui montrer, c'est ce que va devenir son monde. Lui, il vit dans des villes qui paraissent modernes, qui paraissent aller vers une modernité, vers du progrès. Ce qu'on lui montre, c'est ce que ce progrès risque d'entraîner, ce que ce futur risque de devenir. Et donc, à nous de nous interroger là-dessus. Nous avons déjà vu que dans Starmania, il y avait une utilisation importante de mots valises pour créer des néologismes. On l'a vu avec la liste des personnages, par exemple. On ne s'est pas encore arrêté sur le mot monopolis. Donc, dans un premier temps, on va découvrir 2 articles du dictionnaire grec, puisque le mot monopolis est formé de 2 mots. C'est un mot valise formé donc de 2 mots grecs. Le premier mot, c'est monos. Monos, c'est un adjectif qui veut dire seul, unique, qui veut également dire solitaire ou isolé. C'est un mot qui est très utilisé en français, il va servir de préfixe à un certain nombre de mots. Par exemple, quand on utilise une seule couleur pour faire un dessin, on va faire un monochrome. Lorsqu'on parle tout seul, qu'on fait un discours seul, on fait un monologue. Je pourrais continuer, une religion qui n'a qu'un seul dieu, c'est une religion monothéiste. Pour le deuxième mot, c'est le mot polis, et ça désigne la ville, en grec, la ville, la cité. Alors, il est un peu plus simple. C'est aussi un mot qu'on va retrouver comme suffixe dans un certain nombre de mots de la langue française. On va le retrouver par exemple dans métropole. On va le trouver dans mégalopole, la très grande ville. On va le trouver dans acropole, l'acropole d'Athènes par exemple. C'est la ville perchée, la ville en hauteur. Alors, les 2 mots grecs sont très importants pour comprendre le sens de cette ville. Monopolis, c'est à la fois la ville unique, la seule ville qui existe, le seul modèle possible d'une ville moderne qui puisse exister. C'est la première chose. Ça indique l'idée que toutes les villes vont lui ressembler ou qu'elle ressemble à toutes les villes. C'est la ville. Monopolis, c'est également la ville où l'on se sent seul, où l'on est solitaire. C'est quelque chose qu'on trouve de très présent dans le texte, et notamment dans l'avant-dernier vers. L'avant-dernier vers n'est composé que d'une seule syllabe, la syllabe « seul ». Qui sont tous ces millions de gens seuls au milieu de Monopolis. Bon. C'est une ville dans laquelle on perd son identité. Au lieu d'avoir un nom, on a un numéro dans le dos, on a une étoile sur la peau. Alors ça, c'est pareil, ça renvoie à un moment, une période de l'histoire. Lors de la Seconde Guerre mondiale, le régime nazi faisait coudre sur les vêtements des personnes juives une étoile jaune qui indiquait leur appartenance donc, au peuple juif. Et c'est ensuite à partir de là que les juifs ont été identifiés, qu'ils ont été déportés dans des camps de concentration puis d'extermination, ce qui constitue l'une des plus grandes tragédies de l'histoire de l'humanité, un moment absolument terrible de l'histoire. Et c'est à ça que Monopolis nous renvoie. C'est-à-dire que les gens vont accepter d'avoir un numéro dans le dos, une étoile sur la peau. Ils vont accepter de perdre leur identité, en quelque sorte. Et on dit qu'ils le suivront, qu'ils feront ça gaiement. On dit que la vie sera plus facile. On comprend bien là que le mot gaiement est ironique. C'est impossible que les gens fassent ça gaiement ou qu'ils soient contents de suivre le mouvement sans avoir l'air de pouvoir donner leur avis ou réfléchir. Donc en plus, évidemment, il y a un caractère un peu ironique dans ce texte. Ce caractère ironique traduit surtout une inquiétude. Donc l'inquiétude des grandes villes modernes du futur. Michel Berger et Luc Plamondon n'ont probablement pas choisi ce nom au hasard. Ils se sont très probablement inspirés d'un film de 1927, un film de science-fiction qui racontait là aussi l'histoire d'une ville futuriste, Métropolis. C'est un film de Fritz Lang et qui est certainement l'une des sources d'inspiration pour le Monopolis de Starmania.
peut dire que cette ouverture, cette présentation du décor de la pièce est plutôt pessimiste. Le futur des villes modernes se traduit d'abord par de l'inquiétude. L'inquiétude à venir des personnages dans la pièce, mais également l'inquiétude qu'on va transmettre aux spectateurs qui sont amenés à réfléchir sur les dangers de la modernité et du monde moderne, sur l'uniformité des villes et sur la perte d'identité. La solitude dans les grandes villes est un des thèmes importants de la pièce. Et c'est probablement la raison pour laquelle la première partie de cette chanson ne va être chantée que par un seul personnage, au début simplement pour planter le décor, mais que la reprise à la fin va se faire avec plusieurs personnages. C'est la ville qui est responsable de leur malheur, c'est la ville qui est responsable de leur solitude, et c'est la ville qui est responsable de leur désir de briller, de devenir des stars, de devenir des célébrités. C'est la ville qui va créer cette maladie, finalement, de la starmania. Je me vois assise sur un banc.